À la une ce soir, la clinique Les Eaux Claires handicapée par une importante coupure d'eau. Les opérations chirurgicales ont dû être renvoyées. Une situation maîtrisée aujourd'hui, mais qui pose le problème de la sécurité de l'établissement qui est censé pallier la défaillance du CHU. Le service d'incendie et de secours de la Guadeloupe est désormais équipé d'une piste pour véhicules tout-terrain, une zone d'entraînement pour permettre aux soldats du feu d'améliorer leurs compétences et de mieux maîtriser ces véhicules utilisés en terrain accidenté. La sénatrice martiniquaise Catherine Conconne souhaite expérimenter dans nos prisons le programme Module Respect. Les détenus y bénéficient d'une plus grande liberté et de nombreux avantages par rapport à la détention classique. En contrepartie, ils s'engagent à respecter un règlement drastique. Et mercredi, à Timoun tenait son avant-dernière édition cet après-midi. Le thème retenu, l'activité sportive. Ça a bougé au centre thermoludique, nous dira Anne-Elisabeth en fin de journal. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Grosse frayeur hier à la clinique Les Eaux Claires à Bemao. Durant toute la journée, l'établissement a été impacté par les coupures d'eau qui ont frappé les villes de Bemao et de Petit-Bourg. Les services ont ainsi fonctionné au ralenti avec les réserves d'eau potable de la clinique, mais pas moins de 80 interventions lourdes ont dû être reportées, ce qui n'a pas manqué de faire réagir le directeur de la clinique, Henri Nagapin. Nathalie Dinan et Moïse Dexter l'ont rencontré. On écoute sa réaction. Quand il n'y a pas d'eau dans un établissement de santé, c'est délicat pour les patients, c'est délicat pour les médecins, c'est délicat pour tout le monde. Sur le plan de l'hôtellerie déjà, sur le plan du bloc opératoire, sur le plan des urgences, sur le plan de la stérilisation qui est importante, ce sont des bouffeurs d'eau à longueur de journée et le laboratoire. Quand on n'a pas d'eau, ça pose un problème. Le fonctionnement ne peut et va au ralenti et on peut jusqu'à aller à une fermeture. Dieu merci, nous ne sommes pas arrivés à cela parce qu'on a pu subvenir avec nos propres moyens et l'eau est arrivée hier soir vers 20h. Donc la situation est redevenue normale. Ma crainte, c'est se dire, j'espère qu'on aura de l'eau et qu'on aura toujours de l'eau. Donc quand on gère un établissement comme les Eaux Claires, qui est en plus l'établissement phare aujourd'hui depuis l'incident du CHU, vous comprenez que je suis un peu sur... Qu'est-ce que les autorités vous disent justement? Les autorités me disent qu'ils font le nécessaire, qu'ils vont faire le nécessaire. J'ai beaucoup compté avec eux hier, j'étais avec les autorités hier, ils ont fait le nécessaire. Je ne sais pas si c'est certainement un problème technique. Je ne rentre pas dans ce domaine-là. Simplement, je dis qu'il faut comprendre, un établissement de santé doit avoir de l'eau 24 heures sur 24, 365 jours. Et que se passe-t-il vraiment dans la distribution de l'eau? Par communiqué, le SIAC déclarait hier l'eau impropre à la consommation à Bemao. Il s'agirait en réalité d'une mesure de précaution. Après chaque coupure d'eau, l'ARS, qui a pour mission d'effectuer des tests pour vérifier la probité de l'eau, n'aurait toujours pas révélé au SIAC les résultats de ces derniers pour la ville de Bemao. Une déclaration qui a semé une certaine confusion sur l'origine des coupures. Voyons ces quelques propos recueillis par Nathalie Dinan et Moïse Dexter. Eh bien, nous qui nous acheter de l'eau en boutique. Ça pas trop dérangé? Eh mais il va déranger parce que moi toujours tenu de l'eau à réserve. Madame, il n'y a pas qu'à avertir, c'est là où vous gardez au coin qui veut pas ni de l'eau. Je l'ai fait 3 jours en bâton de l'eau. Bon matin là, il voyait qu'il a dégoûté comme ça. Mais sale, on ne peut pas faire rien avec. Un jeune à 17 ans à Raza, moi, son petit homme, il faut y baigner, il faut y chiver. Eh bien, il y a son bouteille de l'eau, il est obligé de prendre plus de douche. Comme moi, on son grand vieux monde, alors on toujours quand on a une bouteille à javel, on a plein de l'eau, on a prend une bouteille à Matouba, on a plein de l'eau. Alors c'est comme ça, on soit fait des petits dombrés, mais on va pas faire d'autres butins. Comme je vois, bon, il n'y a pas d'eau, eh bien, je fais avec, mais ça m'embête un petit peu parce que moi j'ai un enfant. Et je suis obligée de m'organiser autrement. Et comme j'ai de l'eau en réserve, j'ai de l'eau toujours en réserve, ben je fonctionne avec l'eau que j'ai. Mais bon, comme je travaille en magasin, dans le commerce, ben je prendrai de l'eau là où je travaille. À part de l'eau, au bout de 15 ans. Ouais. Donc on est toujours organisé. Justement dans le secteur où j'habite, Port-Abacus, moi je trouve quand même que ça commence à devenir de plus en plus dur. Parce que je dis, si on ne peut pas se laver même avec l'eau, je trouve que c'est grave. Comment vous allez vous organiser? Ah ben là, il faut acheter des bouteilles d'eau, je ne sais pas comment je vais faire.
on recycle des bouteilles, c'est très inquiétant. Je vois déjà qu'au niveau de quand ça coule pour nous, ça coule blanc. C'est pas une eau qu'on peut boire. On achète des bouteilles d'eau simplement. Et quoi on fait, il faut nous dépenser l'argent là. Donc à organiser, ça veut des fois on reprend l'eau à l'appli, l'appli a tombé, a filtré, après ça on a fait bien moins. Moi depuis le cyclone, j'ai des réserves. Donc c'est comme ça que je me débrouille. Parce que depuis le cyclone, il y a eu malheureusement des coupures, pas mal de coupures depuis le cyclone. Et donc j'ai des réserves et pour boire et pour se laver. Les réserves étaient presque terminées, j'avais l'intention d'aller à la rivière pour prendre de l'eau. Il faut trouver des solutions. Donc j'essaie toujours de trouver des solutions. Parce que je ne crois pas que c'est un problème, c'est fait méchamment. Et le président Henri Chalus a publié dans le quotidien France-Antilles aujourd'hui un long article dans lequel il précise son projet économique, notamment en matière touristique. Il appelle surtout à l'apaisement sur le front social. Linda Kayarsi a relu ligne par ligne cet entretien. Voici son décryptage. Construire sereinement la Guadeloupe. Dans les colonnes du France-Antilles, le président de région Henri Chalus rappelle ses ambitions de développement économique. Pour le secteur touristique, piqûre de rappel pour 2020, 1 million de touristes, 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires et 1000 emplois nouveaux. Il s'agit pour la région de nouer dorénavant un nouveau type de partenariat basé sur un ticket gagnant-gagnant avec les entreprises qui investissent dans le secteur hôtelier, notamment dans le sud et le nord Basse-Terre. Un nouveau modèle économique que l'on peut atteindre selon le président de région par une amélioration du réseau routier, du traitement des déchets, mais aussi et surtout la résolution des grandes problématiques de l'eau. Des enjeux économiques que compte porter aux plus hautes instances la collectivité régionale. Mais attention, pour Henri Chalus, chacun doit faire sa part, l'État, les syndicats patronaux, les représentants syndicaux des travailleurs. Moins de conflits donc, plus d'écoute et un dialogue social pérenne pour là aussi un rapport gagnant-gagnant. Toujours dans les colonnes du France-Antilles, le président de région annonce même qu'il recevra dès le mois de janvier représentants syndicaux des travailleurs et organisations syndicales. Bref, un sursaut de dialogue social qui devrait se traduire par la mise en place d'un nouvel ingénierie d'intervention par la région, à travers notamment le prêt TPE ou encore un fonds d'investissement pour les projets innovants. En ce qui concerne l'emploi, la lutte s'annonce intensive. Pour Henri Chalus, la lutte contre le chômage part par la réécriture des marchés publics en adéquation avec le cadre législatif en vigueur afin que les entreprises de Guadeloupe aient les moyens de répondre aux appels d'offres publics. En résumé, un soutien sans faille aux entreprises, à l'activité locale, aux acteurs économiques qui participent à la résorption du chômage. Exemple à l'appui, le président de région cite l'ardoise de Guadeloupe Formation, épongée par la collectivité régionale, pour permettre son fonctionnement malgré les factures impayées, soit plus de 19 millions d'euros. La construction sereine de la Guadeloupe se traduit dorénavant pour Henri Chalus par une région stratège, impliquée et réactive face aux problématiques qui affectent les Guadeloupéens. Et en parlant de soutien aux entreprises, ce matin, la boutique de gestion Guadeloupe et Île-du-Nord et le conseil départemental ont tenu un séminaire sur l'économie sociale et solidaire à Gosier. Pour nous en parler ce soir, la vice-présidente déléguée de la BGE est avec nous, Leslie Parat. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Quelle a été la teneur de ce séminaire ? Tout d'abord, permettez-moi de vous dire que ce séminaire s'inscrit dans le cadre de la 15e de l'ESS, organisée par la BGE. Et aujourd'hui, ce matin, en collaboration avec le département, nous avons souhaité réunir l'ensemble des acteurs de l'ESS afin de leur présenter les outils financiers, tant privés qu'européens, en fait, une réunion technique, mode d'emploi, de telle sorte qu'elles puissent justement présenter leurs projets pour qu'ils puissent être financés. L'économie sociale et solidaire se développe en Guadeloupe, près de 1000 emplois y sont associés, mais le problème c'est que beaucoup de gens ne savent pas qu'ils peuvent bénéficier de ce genre d'aide, qu'ils ont des structures justement à utilité sociale. Vous savez, l'ESS, l'économie sociale et solidaire, c'est à la fois une façon d'entreprendre, utilité sociale, solidarité, un mode de gouvernance, un homme, une voix. Et c'est vrai qu'en Guadeloupe, on peut compter 1200 structures relevant de l'ESS qui représentent un poids en termes d'emploi, soit 16% de l'emploi privé. Et vous comprenez que c'est un secteur très important en Guadeloupe au regard de ce poids. Et il est vrai que ces structures ont besoin d'être accompagnées. Ils ont des projets et c'est la raison pour laquelle nous, aujourd'hui, avec le conseil départemental, nous avons souhaité présenter les outils du FSE,
le Fonds social européen, leur permettant de présenter leurs projets et ainsi pouvoir trouver des solutions de financement. Comment vous les accompagnez-vous? Eh bien, il faut savoir que depuis tantôt, en Guadeloupe, il y a le dispositif local d'accompagnement porté par la BGE, financé à la fois par, par le Fonds social européen, par la CDC et l'État, qui a pour but d'accompagner les structures employeuses à formaliser des projets, mais aussi les aider à la pérennisation de leur activité et à la consolidation des emplois. Comment peuvent-elles savoir si elles peuvent prétendre à ce genre d'aide? Eh bien, je dirais que, je vous ai dit tout à l'heure que lorsqu'on fait partie du monde de l'ESS, il y a 4 piliers. Le monde associatif, les entreprises commerciales, mais d'utilité sociale, je dirais, mais aussi les mutuelles, les coopératives, les fondations. Ce sont quand même ce type de structures qui relèvent de ce champ et qui peuvent prétendre à un accompagnement. L'accompagnement peut s'élever jusqu'à quelle somme? Mais vous savez, en fonction des entreprises, en fonction des projets, vous savez qu'on ne peut pas limiter, mais simplement qu'il faut savoir que pour pouvoir présenter un projet, il y a toujours la notion quand même de vérifier que ce projet s'inscrit quand même dans un équilibre financier. Car l'économie sociale et solidaire, c'est aussi un modèle économique, c'est-à-dire pas de profit distribué, mais quand même une entreprise, je dirais, qui fonctionne de telle sorte à pouvoir faire face à ses obligations. C'est cela en fait, c'est que l'économie sociale et solidaire, c'est un autre mode de gouvernance. Pouvez-vous nous expliquer justement ce qui en fait le fondement? Eh bien, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est en Guadeloupe, depuis tantôt, nous connaissons cette démarche, car nous avons connu les mutuelles. Et je dirais que le monde associatif en Guadeloupe est important dans ce champ, soit 80% des structures. Eh bien, c'est une gouvernance, un conseil d'administration avec plusieurs personnes, des décisions prises de façon collégiale, des décisions, je dirais, un homme, une voix, un mode je dirais, la question de bénéfices n'est pas vécue de la même manière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... C'est pas central, mais non plus distribué, mais réinvesti au sein de la structure de telle sorte à développer. Et bien entendu, un élément important, lorsqu'on parle de l'économie sociale et solidaire, c'est vraiment le développement de l'emploi et la pérennisation aussi des emplois créés sur un territoire. Est-ce que toutes les aides qui sont disponibles au niveau de la Guadeloupe sont réellement redistribuées? Je dirais que ce matin, ça a été l'un des échanges avec les acteurs de l'ESS. Eh bien, ce matin, le Fonds social européen faisait part que sur certains axes, ils attendaient des projets. Et c'est la raison pour laquelle ils ont invité les participants à se rapprocher du service FSE-État. Quels sont ces axes, justement, où on demande aux gens de créer des projets parce qu'il y a des financements possibles? Eh bien, vous savez que dans le champ de l'ESS, il y a 2 axes qui concernent l'inclusion toujours, mais aussi des questions d'accompagnement, des dispositifs d'accompagnement. Et aussi, ce matin, nous avons pu évoquer le financement aussi de tout type de projets relevant de ce champ. Eh bien, je dirais qu'il y a des possibilités, mais il est important aussi d'être accompagné. Et l'accompagnement passe à la fois, certes, par le dispositif local d'accompagnement, mais aussi par les acteurs eux-mêmes, mais aussi par les institutionnels qui sont là, comme ils l'ont dit ce matin, prêts à rencontrer tous ces acteurs, de telle sorte à les aiguiller pour pouvoir au mieux être éligibles et déposer leur dossier dans des axes éligibles. Merci Leslie Parra d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. La sénatrice de Martinique, Catherine Conconne, que vous connaissez aussi certainement, s'est rendue hier à la maison d'arrêt de Villepinte en banlieue parisienne. Il s'agissait pour la sénatrice de visiter un quartier particulier d'établissement, le MDR. Il s'agit d'un module de respect qui permet aux détenus d'avoir une plus grande liberté contre certaines conditions, un système qu'elle souhaite proposer aux prisons antillaises. On regarde le reportage d'Éric Dupuis. Toujours en train de bosser, ils sont efficaces et moi personnellement ils m'ont rendu le séjour agréable. Merci chef. Merci monsieur. Je vous ai payé là. Merci. Des détenus libres en prison, libres de rire, de parler et de circuler. Ici c'est le MDR, le module de respect inventé en Espagne sous le nom de Respecto. Les 200 détenus qui y vivent doivent être sages, polis et faire des activités près de 25 heures par semaine. En contrepartie,
ils ont la clé de leur cellule. Les détenus ont une serrure de confort, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont la clé de leur cellule, que nous avons évidemment bien évidemment également. Les détenus doivent s'autogérer. D'ailleurs, c'était assez drôle la première semaine de voir qu'il y a plein de détenus qui ont raté leur parloir, qui attendaient dans leur cellule que le surveillant vienne les chercher, alors qu'ils doivent se débrouiller tout seuls, comme dans une vie, j'ai envie de dire, normale. Une vie presque normale, accessible, après 3 mois de bonne conduite dans l'établissement. Le module de respect, c'est un art de vivre en prison nouveau, un contrat entre le détenu et la direction. À la moindre incartade, on rebascule en détention classique. Pour les surveillants, c'est aussi une nouvelle manière de travailler. C'est notre travail parce que en fait, les détenus ils sont autonomes, ils ont des objectifs, c'est un engagement pour venir sur le module. Donc du coup, ils travaillent sur des projets qu'ils créent. Ça peut être des cours, ça peut être des activités sportives, des tournois d'échecs, peu importe. Donc l'encadrement, en fait, il diffère. 2 semaines après la visite du directeur de la prison du COS, Catherine Conconne a tenu elle aussi à découvrir le système Respecto. Donc vous avez dans cet établissement 4 bâtiments en fait, qui sont situés ici, 4 bâtiments d'hébergement. Donc vous voyez que ce bâtiment d'hébergement là, il est excentré puisqu'au départ il devait accueillir des femmes. Qu'elle souhaite voir installée en Martinique plutôt que la construction d'une nouvelle prison. Dans l'architecture actuelle de Ducos, c'est une question de réaménagement et de pouvoir dédier telle ou telle aile à telle ou telle activité. Mais avoir 200 détenus, c'est-à-dire 1 sur 5, qui pourraient bénéficier de ce régime, c'est ce que j'en retiens. C'est exactement le profil de notre délinquance. La maison d'arrêt de Villepinte a 26 ans. Son taux d'occupation est de plus de 160% avec 980 détenus. Mais en 15 mois, l'aile du respect a bouleversé l'ambiance de l'établissement. La directrice estime à 200 000 € son coût par an. Et puis retour en Guadeloupe où le SDIS a inauguré aujourd'hui la piste CO2 à Rougeole-Petit-Canal. Celle-ci permet aux pompiers de conduire des véhicules dans des conditions de franchissement ou d'évolution difficiles. Un bel entraînement qu'a suivi Linda Kayarsi. Ce terrain très accidenté est le nouveau circuit d'entraînement et d'examen au COD2 du SDIS. Traduction, unité de valeur pour conduite tout-terrain, mention poids lourd, véhicule léger. Seulement c'est primordial parce que les pompiers doivent toujours être prêts et ça va permettre justement de multiplier les entraînements, donc de former l'ensemble de nos conducteurs assez techniques, parce que c'est très technique, et également limiter le nombre d'accidents et la sécurité de nos personnels. Pour permettre aux agents du SDIS de conduire dans des conditions de franchissement ou d'évolution difficiles, ils disposent de véhicules adaptés pour mieux accéder aux zones sinistrées ou des victimes. Ce sont des camions citernes feux de forêt, qu'on appelle communément CCF. Voilà. Donc ces véhicules ont sont de plusieurs types, On a plusieurs types de véhicules, des CCF-S, des CCF-M, des CCF-L, qui signifie lourd, moyen ou léger. La conduite d'un camion citerne feu de forêt requiert une aptitude spéciale, notamment lorsque le centre de gravité est très haut. Nous avons aménagé une piste qui nous permet donc de retrouver les différents obstacles que l'on va retrouver lors de nos différentes interventions. Donc vous pourrez avoir des pentes qui seront de 20, 30, 50, voire du 100%. Vous aurez des dévers jusqu'à 30%. Vous aurez des croisements de ponts, des gués, des fossés. Vous aurez des terrains meubles. Donc on va retrouver tout ce type d'obstacles au niveau de cette piste justement. Voilà, donc c'est une piste d'entraînement, c'est une piste de formation et ça va servir également de piste d'examen. Du 11 au 15 décembre se déroulera la première session COD2 au SDIS de la Guadeloupe, encadrée par une équipe pédagogique et d'un formateur de la Guyane. C'est une formation de 40 heures environ, donc ça dure environ une semaine, dont une manœuvre de nuit. Les agents ont une journée de cours théoriques, mais c'est une formation qui est essentiellement de terrain, essentiellement pratique. Donc pendant les 4 jours, ils ne vont pas arrêter de rouler. Les enseignements majorité pratique seront réalisés sur des servitudes dans différents lieux de la Guadeloupe et sur ce circuit de préparation. Et puis en Martinique, la SARA a testé sa capacité d'intervention en cas d'accident. Un exercice grandeur nature a été réalisé sur le site même de la raffinerie avec la participation de la SNSM. Le reportage est signé Anaïs Gall.
Crossac du navire Pétro-Service 2. Un homme à la mer, à quelques centaines de mètres de la berge. Un agent de la SARA, blessé lors de ses manœuvres en bateau. Je vous signale un homme à la mer dans le Coé du Lamentin. Le Crossac donne immédiatement l'alerte à la SNSM. En quelques minutes à peine, les sauveteurs sont là. La victime est prise en charge par des plongeurs et ramenée jusqu'au bateau, où les pompiers tentent d'évaluer la gravité de son cas. Monsieur, ça va? Ça va. On est quel jour aujourd'hui? Mercredi. D'accord, vous êtes toujours conscient là? Toujours. D'accord, vous n'êtes pas étourdi? Non, ça va. Vous avez les ciseaux? Juste mal à la jambe. Vous avez mal à la jambe uniquement? Oui. D'accord. L'homme souffre d'une fracture ouverte à la jambe gauche, un déguisement qui permet de donner plus de réalisme à l'exercice. Demandons évacuation par hélitreuillage. Merci de prévenir Dragon. L'hélicoptère de la sécurité civile est appelé en renfort pour évacuer la victime. Les sauveteurs ont rempli leur part de la mission. Cet exercice les rassure sur leur capacité d'intervention. Ça permet de garder nos acquis. Parce que bon, comme tout le monde, comme un footballeur, s'il ne s'entraîne pas, il perd. Donc les entraînements, c'est toujours bénéfique pour tout le monde. Direction la SARA où son cas sera examiné avant de partir pour le CHU en ambulance. Une configuration spécifiquement choisie pour l'exercice afin de tester l'héliport de la plateforme, inutilisée depuis plus de 15 ans. Nous, ça nous permet de savoir où est-ce que l'on peut poser. Par exemple, c'est des choses toutes bêtes, mais le fait de s'être posé déjà une première fois ici, on sait que c'est quelque chose de praticable. On connaît maintenant nos intervenants, nos collègues à la SARA, on les connaît bien, on les connaît mieux. Donc ça permet de créer des contacts et d'être beaucoup plus... d'être mieux intégrés à également à leur plan de sauvetage. La simulation aura duré environ 1 heure, un délai encourageant pour la SARA. Nous avons connu par le passé des accidents et il est important que dans les premières minutes, que la meilleure prise en charge soit faite pour, je dirais, la santé de la potentielle victime. La plateforme de la SARA est classée site sensible. La raffinerie est responsable de la sécurité de 270 salariés. Et l'armée séduit de plus en plus les jeunes Guyanais. Les taux de recrutement ont atteint des records hier. Quelles sont les motivations de ces jeunes et qu'attendent-ils de cette nouvelle voie? La réponse avec Jonathan Lariot. Les jeunes Guyanais signent un contrat qui changera leur vie pour les prochaines années. Ils intègrent l'armée de terre. J'ai déjà eu l'expérience du RSMA qui m'a beaucoup plu et qui par la suite m'a fait faire ce choix. Donc un nouveau départ peut être bien, mais je fais quelque chose que j'aime. J'ai choisi quelque chose que j'aime et voilà. Pour moi, je m'envisage en bien, ça va être un plus pour moi. D'autant plus que là, j'aurai la possibilité de voyager plus, d'être un peu plus dans le cœur du métier de militaire. Donc pour moi, c'est un vrai plus. Oui, pour moi, c'est une passion. Pour moi, c'est une vocation, c'est quelque chose que j'aime. Cette salle pleine de 26 jeunes est un vrai record de candidatures reçues en l'espace d'1 mois. Plus encore, ces recrues font partie de l'élite du recrutement. Ils ont passé des évaluations, des tests psychotechniques, des tests de logique, qui ont eu pour but de les profiler, d'évaluer quelles étaient leurs qualités dans différents domaines, pour nous ensuite nous permettre de les mettre, de leur proposer différents postes. Ces dossiers de candidature sont envoyés à une commission nationale qui est située à Paris et qui va, sur l'ensemble de candidats pour un poste, décider quel est le candidat sur ce poste qui a le meilleur profil. Ça veut dire aujourd'hui que les 26 jeunes qui signent un contrat ont été, dans 26 cas, les meilleurs dossiers qui ont été proposés par l'ensemble des CIRFA de métropole et de l'outre-mer. Ouais. Dès aujourd'hui, les jeunes commenceront leur nouvelle carrière, au front, en bureau ou dans bien d'autres domaines. Ils appartiennent désormais à l'armée française. Restez avec nous sur ATV Guadeloupe. Dans quelques minutes, nous le verrons. La dernière édition de Mercredi à Timoun à Ravine Chaude. Et puis, hommage ce soir à Johnny Hallyday, la star du rock français depuis 5 décennies, qui s'en est allée. Mais avant, la compagnie Air Caraïbes et la collectivité de Saint-Martin ont lancé une collecte cadeaux pour les enfants de Saint-Martin. L'objectif, récolter au moins 3000 cadeaux pour redonner le sourire à des milliers de Saint-Martinois. Le détail de cette opération avec Yvan Lemar.
Cette opération s'inscrit dans le cadre d'un festival de Noël lancé par la collectivité de Saint-Martin. Depuis le 26 novembre, nous avons commencé le Serenade Christmas Village à Saint-Martin qui part dans chaque quartier les samedis et les dimanches. Et en organisant cet événement, on a eu un coup de fil d'Air Caraïbes qu'on tient vraiment à remercier, qui nous a appelé pour nous dire qu'ils avaient ce projet et ils voulaient absolument montrer une solidarité et venir à aide au secours aux enfants. Parce que, comme vous le savez, l'enfant, c'est vraiment le futur. Et là, on a décidé de dire un cadeau est égal un enfant, un sourire. Avant de lancer cette opération, un recensement des enfants a été fait sur l'ensemble de la collectivité. Comme j'ai dit pour l'instant, on se penche sur les conseils de quartier et aussi la vie associative. La vie associative regroupe les associations qui sont subventionnées aujourd'hui à la collectivité. Et comme l'événement, on a commencé le 26 novembre en allant dans chaque quartier, on a pu recenser au moins 500 enfants par quartier. Alors facilement, il y a 6 quartiers, à 500 enfants, ça fait 3000. On essaye avec Air Caraïbes d'arriver quand même 5000 parce que la population et la jeunesse à Saint-Martin, ça s'élève quand même. Mais si on arrive quand même à garder entre les 3000 et les 3500, l'opération serait susceptible. Depuis lundi dernier, des points de collecte ont été mis en place et des moyens logistiques ont été mobilisés par la compagnie. La collecte a lieu dans différents points de la Guadeloupe, alors que ça soit France Antilles, que ça soit le siège d'Air Caraïbes, que ce soit le siège de la société DHL à Jarry. Donc vous pouvez amener vos cadeaux là, vous pouvez amener aussi vos cadeaux à l'aéroport à Air Caraïbes. Ensuite, ces cadeaux seront acheminés avant le 20 décembre. Les derniers seront acheminés avec le Père Noël le 20 décembre sur les avions qui relient la Guadeloupe à Saint-Martin. C'est vraiment une action de solidarité et encore une fois, nous sommes partenaires. Alors évidemment, on s'appelle Air Caraïbes, on ne le renie pas, mais c'est absolument pas une opération commerciale et je souhaite à le dire parce que souvent, on est capable de mener des opérations commerciales, on est capable d'investir de l'argent pour des opérations commerciales. Je suis capable de dire aussi que là, c'est une opération de solidarité et que ce n'est pas du commercial. La fin de l'opération est prévue le 20 décembre avec la distribution de cadeaux et de goûters pour les enfants. Un village de Noël sera installé sur le front de mer de Marigot pour l'occasion et un grand chanté Noël est programmé pour clôturer l'événement. Et c'est cet après-midi qu'a eu lieu la dernière édition de Mercredi à Timoun à l'espace thermoludique René Toribio à Lamentin. Pour cette dernière, le centre avait orienté toutes ses activités sur l'activité physique, un moment sportif et aussi ludique que n'a pas manqué Anne-Elisabeth Artsen. Un mercredi à Timoun version sportive, c'est le programme qui attendait ses enfants au centre thermoludique cet après-midi. Aujourd'hui, pour notre avant-dernière édition du mercredi à Timoun, donc l'après-midi récréative pour les 6-12 ans, qui est devenu un rendez-vous incontournable maintenant depuis le début de l'année. Donc nous avons décidé de mettre l'activité sportive à l'honneur. Donc au programme cet après-midi, jeux ludiques, donc balle aux prisonniers, course d'obstacles. On va prévoir un autre petit jeu surprise également pour les enfants. Donc après, ça sera direction la piscine, le bassin pour jeux aquatiques avec course de tapis flottant. Nous avons commencé exactement le 25 janvier 2017. Donc nous en sommes à notre 8e édition. Donc nous accueillons jusqu'à 24 enfants. Un moment fortement apprécié par nos jeunes joueurs en herbe. Je trouve que c'est amusant. D'abord, on fait des jeux et après, on va à la piscine pour faire des jeux aquatiques. Et à la fin, on fait des goûters, on mange des glaces. Et c'est très bon. Je trouve que c'est bien. Je suis déjà venue une fois ici et j'ai bien aimé. Dès que je suis revenue. Le centre thermoludique de Ravinchaude accueille une fois par mois une vingtaine d'enfants et met en place plusieurs activités à chaque vacances scolaires pour ce mercredi à Timoun des 6-12 ans. Il était la star du rock'n'roll français depuis 5 décennies. Johnny Hallyday est décédé d'un cancer des poumons dans la nuit d'hier, à l'âge de 74 ans. Quel souvenir retenez-vous de sa longue carrière? Anne-Elisabeth vous a posé la question, on écoute vos réponses. Je n'ai pas apprécié les chansons où il se présente en rock-pan. J'ai apprécié les chansons mélodieuses, telles que ce soit Le Prisonnier, que ce soit les gens m'appellent l'idole, les jeunes, des choses comme ça. Il a fait beaucoup de chansons quand même. Que je t'aime, je crois que c'est l'essentiel pas ce que j'ai retenu, mais ça fait de lui quand même une personnalité. C'était une sacrée personnalité, ce gars-là. Johnny Hallyday était superbe. Il était un bon chanteur, un bel homme. Quand j'étais jeune, j'allais le voir au Rex
en Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre. Et c'était un homme formidable. Oui, Gabriel, tu brûles mon esprit, ton amour étrangle ma vie. J'adore Gabriel. Gabriel, chante-moi Gabriel. S'il pouvait être devant moi et chanter pour moi, je serais heureuse. Il était de mon époque, donc c'était un super chanteur. Et moi, je l'ai vu toute ma jeunesse. Pour moi, Johnny, c'était une légende. Il faisait partie de nous-mêmes. Donc on a l'impression qu'on a perdu quelque chose qui était de notre famille, carrément. Il retient allumer le feu. Il est très sympa, il est très bien organisé et c'est un grand chanteur. On a perdu beaucoup en face. Une grande tristesse, parce que c'est la moitié de la vie de ma génération. Avec le twist et autres, salut les copains, tout ça, c'était merveilleux ce temps-là. Un temps d'amour, un temps de partage, un temps de joie. Et ça me fait penser à... Moi, ce que j'aimais chez Johnny, c'est lui. C'est lui, c'est tout. Voilà, je suis un peu triste qu'il soit parti. Éteignez tous ces projecteurs. Et c'est l'heure des informations pratiques maintenant. Demain, c'est la ville du Gosier qui sera concernée par les coupures d'eau qui débuteront dès 18h avec un retour à la normale prévu le lendemain à 6h du matin. L'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain à l'Hyper Casino de Desmarais à Basse-Terre de 8h30 à 13h. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 71 2 fois. Et puis demain, dans vos kiosques, nouvelle semaine fait sa une, justement, revient sur les conséquences de l'incendie qui s'est produit au CHU de Pointe-à-Pitre à Bîmes. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Mais avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce mercredi 6 décembre. Nous l'avons vu à Ravinchaud, à la clinique Les Eaux Claires, qui a été handicapée hier par une importante coupure d'eau. Les opérations chirurgicales ont dû être renvoyées. Une situation maîtrisée aujourd'hui, mais qui pose le problème de la sécurité de l'établissement qui est censé pallier la défaillance du CHU. Et le service d'incendie de secours de la Guadeloupe est désormais équipé d'une piste pour véhicules tout-terrain, une zone d'entraînement pour permettre aux soldats du feu d'améliorer leurs compétences et de mieux maîtriser ces véhicules utilisés en terrain accidenté. Et puis nous l'avons vu, la sénatrice martiniquaise Catherine Concorde souhaite expérimenter dans les prisons antillaises le programme module Respect. Les détenus y bénéficient d'une plus grande liberté et de nombreux avantages. En contrepartie, ils s'engagent à respecter un règlement drastique. Et mercredi à Timoun, c'est fini. Aujourd'hui se tenait l'avant-dernière édition. Le thème retenu était l'activité sportive, une après-midi qui a plu aux jeunes Lamontinois. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain à 18h45.